l'émergence, c'est un podium, c'est quelque chose. Alors, bien sûr qu'on en est très fiers, mais le souvenir se raccroche plus à tous ces moments de galère, ces moments de doute ou ces moments d'intimité. Les athlètes, en tout cas dans ce sens-là, c'est vraiment trouver cette motivation primaire. Qu'est-ce qui les fait lever tous les matins? Qu'est-ce qui les fait, pour être vulgaire, qu'est-ce qui les fait bander dans le ski, quoi? Et se rattacher à ça pour se lever tous les matins et aller à l'entraînement, parce que c'est vrai, comme qu'est-ce les séances d'entraînement comme ça, faut avoir un gros moral, hein, faut avoir un gros moral et se ressourcer sur ses instincts et je pense que c'est quelque chose de primordial. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Jeff, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si ça te convient, je vais te présenter rapidement pour mettre les auditeurs dans l'ambiance. Ouais, bah, sans problème. Alors Jeff Picard, tu es coach ski dans le groupe Élite à la FF Handisport, donc la Fédération Française Handisport, mais le ski, c'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps. Alors ton palmarès, il commence par une médaille de bronze au championnat du monde junior 95. Alors ça a commencé avant, mais c'est la première que je date. Puis vice-champion de France en 98 sur slalom géant, triple médaille de bronze au championnat de France, 2 fois en super G et 1 fois en slalom géant, 26 top 10 en Coupe d'Europe, 3 top 15 en Coupe du Monde. Tu prends finalement ta retraite en 2005. Tu commences d'abord par le coaching, par 2 ans au Canada, 1 an ensuite en Finlande avant ton retour en France. D'abord au comité de ski de Savoie. En 2011, tu intègres ensuite le groupe Relève Coupe d'Europe. Tu deviens coach pour la Fédération française de ski. Tu commences avec les jeunes jusqu'à l'équipe homme de vitesse en Coupe du Monde, jusqu'en 2019 pour être maintenant, comme je l'ai dit au départ, coach ski dans le groupe Élite à la Fédération française de handisport. Alors avant de revenir sur tout ton parcours et ton rôle d'aujourd'hui, pourquoi le ski au départ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Est-ce qu'on n'est pas un peu obligé? Est-ce que c'est pas le passage obligé quand on est né à Albertville de faire du ski? Obligé, je dirais non, mais poussé, finalement un petit peu par l'environnement, par aussi la famille j'ai pas mal de frères aussi qui ont un palmarès, plus important que moi et la fratrie a contribué à ça. Mais non, non, c'est pas une obligation, en tout cas, ça l'a jamais été, mais en tout cas, c'est un environnement qui favorise ce sport. C'est sûr que, faire de nous, montagnards, des champions de gymnastique ou de tennis de table, bon, c'est moins évident. Voilà, c'est moins évident.
Ouais, ouais, complètement. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné du coup, c'est l'environnement. Tu fais partie d'une grande famille de skieurs, comme tu l'as dit. Tu as dans ta famille, comme tu l'évoquais, Franck, qui a été, plusieurs fois qui a été champion olympique, mais plusieurs fois médaillé olympique. Tu as Ouais, John c'est ça. aussi, champion de France, Ouais, il y a ma sœur que je Leïla n'oublie qui a pas. été Tu as Ted, médaillée Leïla, au ouais, c'est ouais, ça. qui ont été aussi médaillés, voilà quoi, on est, 6 frères, une sœur et on a tous été, sur la compétition de ski. Ouais, d'ailleurs, quand tu es dans le début de ta carrière, ton frère Franck, il est déjà sur la fin de ta carrière. Il est triple médaillé olympique. Est-ce que ça n'a pas été une pression, justement pendant ta carrière d'avoir une famille, de très, très bons skieurs pour le coup? Sur le coup, on le ressent pas trop, mais c'est vrai qu'après, sur la fin de la carrière, oui, on le ressent quand même parce qu'on on a l'impression que les gens avaient une autre attente de ce qu'on pouvait faire. De par mon aîné quoi, Franck, principalement qui a été, un des grands champions français. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça. Sur le coup, on le ressent pas trop, c'est plus, des portes qui s'ouvrent plus facilement même souvent et puis plus la carrière avance, plus on ressent que, ouais, il y a de la pression, il y a une attente, il y a certaines portes qui se referment justement parce qu'on n'est pas assez fort, on n'est pas assez bon, tout ça. Après, on le digère, enfin moi, en tout cas, je l'ai assez bien digéré, hein, chacun a fait son chemin et chacun a pu faire ce qu'il voulait. Et du coup, tu l'as senti un peu comme une émulation? Est-ce que vous vous donnez des conseils entre vous quand toi tu commences ta carrière? Est-ce que, vous vous entraînez ensemble entre frères et sœurs, ou c'était vraiment vous étiez dans votre truc et la famille, bon, c'était pour les moments de famille, comme on va dire, comme tout le monde, mais est-ce que la famille, elle était aussi au centre, de l'entraînement et vous vous entraîniez ensemble, Centre de l'entraînement, non, non, pas en tout cas pas avec Franck parce que, il y a un écart d'âge, qui est quand même un petit peu important et puis, lui, il était, je vais dire dans une autre sphère un petit peu, quand moi j'ai attaqué, j'étais, bon jeune, mais lui était vraiment dans l'élite, champion olympique, un des seuls Français qui marchait, donc c'était un petit peu plus loin. Par contre, mon frère Yann a été un des partenaires d'entraînement, Leïla, je la croisais souvent heu, parce qu'on était beaucoup plus proches, voilà. Ouais, OK. OK, OK. Hem Alors, je vais pas te faire passer, pour un vieux, loin de là, mais je voulais te poser la question, c'était comment le ski avant? Est-ce que tu as vu des évolutions au cours de ta carrière qui ont, amélioré, ou au contraire qui ont, restreint un peu plus le sport du ski? Améliorer, oui, de toute façon, il y a un principe, enfin, il y a un élément de base, c'est un peu quand même ces changements climatiques. Je ne veux pas parler de réchauffement parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est exactement. En tout cas, il y a un changement climatique qui est quand même important, hein. Les lieux d'entraînement, les temps d'entraînement sont différents par rapport à ce que j'ai pu connaître moi. Après, niveau technique, le matériel a évolué, la technique a évolué. Enfin, moi, j'ai connu ça un petit peu sur la fin de ma carrière, où le niveau s'est vraiment, vraiment resserré, quoi. Heu, avant le ski, juste avant l'époque de mon frère Franck, donc un peu avant les années 90, le ski, ça se résumait à quelques nations, quoi. Quelques nations fortes du ski. Maintenant, le ski, c'est international, hein. On voit tous les pays scandinaves, qui sont ultra présents, on voit les pays de l'Est, on voit des pays asiatiques, voilà, qu'on voyait enfin, qui n'étaient pas présents, en tout cas, avant. Donc ça a vraiment, resserré le niveau et ça amène, tous les groupes d'entraînement et tout athlète, justement, à chercher des détails, à chercher beaucoup plus de détails pour essayer d'aller, plus loin dans la performance. Alors ça aussi, ses travers, disons, heu, là, on a une vision de l'élite et souvent, cette vision de l'élite est retranscrit, sur la formation des jeunes et c'est ce qui est compliqué dans notre système, c'est qu'on essaye avant, je pense qu'on formait mieux les jeunes. Maintenant, on les forme dans une optique d'élite trop tôt. Voilà. C'est un point de vue, c'est, quelque chose que C'est j'observe, surtout. C'est-à-dire que pour rentrer dans le détail, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'entraînement, sur des jeunes qu'avant il y avait pas, par exemple? Ben, là, en fait, on se spécialise beaucoup, sur une technique, sur un type, sur un format type et en fait, ça fait des skieurs souvent qui manquent de globalité.
qui sont très Ouais, forts dans une discipline, mais qui manquent de globalité. Et certaines nations, les Autrichiens notamment, les Norvégiens, sont encore dans une formation plus complète. Et c'est là où ils arrivent à avoir des champions multidisciplines. Bon, nous, on en a un depuis quelques années, c'est Julien Liseroux, mais pas Julien Liseroux, pardon, Alexis Pinturo. Alexis Pinturo, ouais. Alexis Pinturo, mais qui est un individu sur toute une équipe, quoi. Donc c'est d'un côté, on spécialise très vite, et en même temps, on perd une richesse d'une globalité, de savoir skier tout temps, tout ski, toute neige, quoi. Voilà. Ça, c'est un Ouais, des parce que éléments qu'on a perdu. ouais, puis j'imagine que c'est hyper, du coup, complémentaire de pouvoir faire plusieurs types de ski, on va dire, Ah bah, dans ouais, tout à fait, ouais, c'est enrichissant pour l'athlète, et c'est enrichissant pour sa carrière, parce que, former un athlète, à performer à court terme, ça peut s'envisager, et il y a plein de plans là-dessus, heu, qui peuvent se dessiner assez rapidement, mais le plan est beaucoup plus, flou quand tu as formé un athlète sur une globalité, sur une carrière, plus longue. Et bah, ça justement, on se trompe souvent un petit peu dans les ski clubs et sur la formation. Alors on se trompe, c'est facile pour moi de dire ça, le fait est que, il y a beaucoup d'échelons en fait dans le ski alpin, et on réduit ces échelons. Pour accéder à un sport-études, au collège, on passe déjà des qualifications. Pour aller, au niveau de dessus, on passe qualification sur qualification, voilà. Donc c'est ce qui oblige les entraîneurs à se spécialiser très tôt pour passer ces échelons. et toi, tu vois une pression chez les jeunes, justement? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire, du coup, de Oui. comme tu dis, des qualifications? Tu sens qu'ils sont stressés dès le Ouais, 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 départ et ouais, qu'il y a un ouais. stress qu'il y avait pas avant? Stressé, et alors je sais pas s'ils ressentent ça comme un stress, mais pressés, je dirais même. Ils sont pressés par les coachs, ils sont pressés par le ski club, ils sont pressés par les parents qui, voilà, si on n'arrive pas à un tel niveau, on peut pas accéder, au sport-études, par exemple. Si on n'accède Ouais. pas à un tel niveau, on pourra pas accéder à l'équipe régionale, et ainsi de suite. Et la succession, de la formation d'un skieur en ce moment en France, c'est un petit peu ça. Et ça serait certainement à réfléchir dans les années futures si on veut retrouver, un niveau plus global. Après, on sort quand même des bons skieurs, il y a pas de souci là-dessus. Oui, oui, complètement, il y a toujours des bons Mais skieurs, mais c'est hyper intéressant. voilà, le déficit, par exemple, en France, en ce moment, il y a très peu de filles, hein, dans les meilleures, mondiales, hein. C'est une hécatombe, par les blessures, et 2, des arrêts qui sont de plus en plus jeunes. Et je pense qu'une des pistes est là-dessus. C'est-à-dire que moi, je commence à le vivre parce que j'ai ma fille qui a atteint aussi un bon niveau, qui commence à rentrer qui est dans les critères pour accéder, au sport-études, tout ça. C'est une pression qui commence à se faire sentir, même à son niveau, quoi. Ouais, ouais, ce qui est dommage finalement parce que, le but au départ quand même, c'est de se faire plaisir dans le sport avant de d'arriver dans un truc de compète, quoi. Ah ouais, surtout quand on voit heu, je dirais l'élément moteur chez les filles, c'est vraiment, la compagnie des copines, le plaisir, voilà, découvrir. Quand on les encadre, souvent avec de la pression trop tôt pour performer, c'est des filles qui arrêtent très vite, qui arrêtent très vite. Alors il y en a toujours qui arrivent à s'accrocher, mais on a du mal à les retrouver plus tard parce qu'elles sont esseulées, elles sont, souvent déjà un petit peu, fatiguées du système, fatiguées de l'entraînement qui a été trop poussé. Ouais, ouais, et c'est ce qui engendre, comme tu le dis, peut-être des arrières de carrière assez tôt. Alors, chaque fois que je regarde le ski de descente, moi je me dis un truc, c'est il faut être fou pour aller, aussi vite. Alors, je sais bien qu'il y a énormément de travail derrière et du coup, le travail apporte de la sécurité là-dedans. Mais est-ce que tu penses quand même que pour être un bon, skieur en descente, faut pas avoir un peu le goût du risque et être, tête brûlée, tu vois? Un peu, est-ce qu'il n'y a Ouais. pas des personnalités qui font des bons skieurs et finalement quand tu es tête brûlée, bah, tu as plus de chances finalement de te pousser pour aller plus vite, de te Si, pousser si, pour aller plus si, loin, quoi? ouais, bien sûr, hein, là, on parle une ou 2 disciplines, les disciplines de vitesse, donc le supergéant et la descente. Si, bien sûr qu'il faut être, bien accroché, quoi. Alors c'est pas des fous parce que, c'est des gens, plutôt qui sont capables de se surpasser.
un peu tête brûlée parce que des fois, ouais, pendant quelques secondes, faut pas trop cogiter. Si on cogite trop, on refuse l'obstacle et après, on peut plus prendre le départ. Mais, c'est quand même des gens qui ont une certaine, sérénité et maturité qui arrivent à ce niveau-là et oui, c'est des éléments, des tempéraments qu'on peut quand même déceler. Parce que la limite, tout le monde peut atteindre un certain niveau, régional, voire national. Après, pour franchir le cas international, là, on peut pas les identifier à 100 parce qu'il y a toujours, des personnalités qu'on n'arrive pas à cerner. Mais en tout cas, on peut, clairement identifier ceux qui arriveront pas, quoi. Parce qu'il y a un moment, la performance sur la descente, elle se fait autour de ça, elle se fait autour de l'engagement. Donc si le jeune n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'il peut faire, il pourra pas passer le cap. Et ça, justement, tu as des techniques on va dire, pour déceler ça? Parce que j'imagine que ça se passe aussi sur le ski, mais en dehors du ski, justement, des techniques pour, en dehors du ski, savoir une personnalité qui se dit, bon, bah, lui, c'est quelqu'un qui est très engagé pour ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a justement ce caractère un peu tête brûlée. Est-ce qu'il y a des techniques pour déceler ça, quoi, tu vois? Des techniques à proprement dites, pas spécialement, mais c'est, l'observation de l'athlète qui nous amène à avoir, la vision de son trait de caractère, plus ou moins, quoi. Donc plus on le connaît en général, plus on est capable de voir, de quoi il est capable. Donc c'est sûr après, on base aussi une partie de l'entraînement, beaucoup sur l'engagement, sur le fonctionnement en groupe aussi parce que c'est important. Alors, oui, on est capable de dire, quelqu'un qui a du mal à s'engager sur certaines choses, de l'entraînement, un entraînement plus poussé, où il y a besoin d'engager un petit peu son physique. Oui, on peut dire que ça va être, compliqué sur les skis. Mais le ski est malgré tout, nous, un peu le seul moyen de déterminer. Sur le ski, on le voit très bien par contre, hein, le ski, on le voit très bien. On a des séances d'entraînement, qui sont poussées, dans l'hémisphère sud où on trouve des descentes très engagées et ceux qui ont du mal à accrocher à ce niveau-là, heu, c'est des gens qu'on pourra pas retrouver plus tard, voilà, ou qui ont atteint certainement, leur meilleur niveau et pour aller plus loin, on sait qu'on va être bloqué petit à petit. Alors on les OK. accompagne, on essaye de trouver des solutions, mais sur, 80 du temps, on trouve pas de solution, quoi. On trouve pas de solution. Et sur l'hémisphère sud, tu parlais, alors pour savoir si on a, pour les auditrices et auditeurs qui ont le goût du risque justement, où est-ce que c'est sur quel pays, Hémisphère quelle sud, région c'est? donc nous on part sur l'été, qui est l'hiver là-bas, vu que c'est inversé. On part sur, il y a un gros centre d'entraînement qui est Ushuaia, qui est plus sur la technique et un petit peu vitesse et après il y a un ou 2 coins, enfin je veux dire des coins, des petites stations, hein, où on peut s'entraîner. Nous, on allait régulièrement sur, La Parva qui se situe au-dessus de Santiago du Chili, où on trouve des très bonnes conditions avec une piste engagée et c'est là-dessus qu'on peut faire aussi passer des échelons à des jeunes. C'est-à-dire que si on s'entraîne toujours, sur une piste facile, là, il y a pas de souci. Sur 10 jeunes qu'on emmène, les 10 jeunes vont être bons. Par contre, plus on va pousser l'entraînement et là, ça va s'égrener, là, on va voir, sortir les personnalités et là, on sera capable de dire: ce groupe-là qui se tient, les 5-6 là, on est capable de les emmener plus loin. Ouais, d'accord. OK, OK. Ouais, bon, bah, pour alors les plus aguerris, vous avez bien noté, où est-ce qu'il faut aller pour, heu, pour s'entraîner ardument. C'est qu'un exemple, hein, c'est pour l'entraînement de haut Ouais, niveau. Après, on trouve aussi, tout au long de l'hiver et tout au long de leur carrière, des engagements qui sont de plus en plus échelonnés pour atteindre le haut niveau. Voilà. Après les jeunes coureurs qui deviennent adultes sont aussi, filtrés en gros, année après année, hein. Quelqu'un qui est pas capable de s'engager en U16 sur une piste, compliquée, on va le faire bifurquer, s'il a les moyens, sur des disciplines techniques ou vice versa, voilà. On oriente, régulièrement les athlètes suivant leurs capacités aussi. bah, alors là, on l'a remarqué, tu déjà, tu déjà passé sur la partie, coaching. Donc justement, je voulais te poser cette question, comment tu es passé de la transition entre ta carrière, d'athlète et celle d'entraîneur? Est-ce que déjà tu avais anticipé ta retraite au départ? Est-ce que tu avais passé des formations pendant que tu étais athlète de haut niveau? Comment elle s'est passée, même, psychologiquement, ta transition entre les 2, entre la carrière d'athlète et d'entraîneur?
C'est passé, petit à petit. En fait, j'ai arrêté ma carrière, suite à des blessures, au dos régulières qui m'ont enfin qui en tout cas qui me permettaient plus, d'atteindre l'élite. Je stagnais entre, 15e mondial et 35-40e mondial. Quand on s'entraîne, toute une vie et toute une saison, vu ce qui est mis en place, on cherche les podiums. Donc moi, j'arrivais pas à les atteindre. Donc là était décidé, enfin j'ai décidé de prendre un petit peu de recul et de voir les choses différemment. Alors, j'ai basculé sur l'entraînement, autour d'une idée, c'est-à-dire que j'étais jamais très satisfait de mes entraînements, heu, qui m'ont certainement freiné ou mal aiguillé un moment ou en tout cas, pas motivé. Et à partir de ça, justement, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas? Je vais aller voir un peu ce qui se fait à l'étranger». Donc j'avais fait le choix, tout de suite de voir un petit peu ce qui se faisait à l'étranger. Voilà. Entre temps, j'avais passé les niveaux de base en c'est pas de l'entraînement, en fait, au début, hein. On passe les niveaux de base, d'enseignement du ski et là, il y a une grosse différence entre, les personnes qui coachent et les personnes qui enseignent. Au début, on devient moniteur de ski et en fait, on enseigne le ski et petit à petit, avec l'expérience, de la carrière d'autres formations, on devient petit à petit, on passe dans l'entraînement du ski et c'est je pense, en tout cas, des points de vue, différents. OK. Ouais, c'est hyper intéressant et du coup, quel est le passage, tu verrais l'enseignement justement comme, comme comment faire bien du ski et Ouais. l'entraînement comment, se perfectionner en ski? C'est ça un peu la différence? Ah, non, pas tout à fait, un enseignant est capable de faire performer, hein, il y a pas de problème là-dessus. Mais, là, on parle de coaching, on parle vraiment, l'accompagnement des athlètes plus dans une globalité. Heu, j'ai plus l'idée, d'un enseignant de ski, quelqu'un qui vous apprend à faire du ski, qui vous apprend à vous perfectionner, mais qui ne gère, pratiquement pas votre évolution au fil des années, voire, votre carrière et là où il faut bien se positionner quand on est entraîneur, c'est justement, faut avoir cette vision-là. On n'est pas là pour enseigner une personne, on est là pour l'accompagner, pour mettre des situations en place, pour le faire progresser, pour voir ses faiblesses, tout ça. Quelqu'un qui enseigne n'a pas, enfin, en tout cas, n'a pas, cette vision-là des choses. Oui, d'accord. Oui, c'est une globalité en fait aussi, C'est plus une globalité et c'est vraiment être lié, être détaché à la carrière d'un athlète, plutôt qu'à un moment de l'athlète. d'accord. Ouais, ouais, c'est assez intéressant cette différence. J'avais jamais entendu vraiment ça, mais c'est hyper intéressant d'avoir cette différence entre l'enseignement et l'entraînement. Et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Que j'ai eu sur le podcast aussi Ludovic Didier qui me disait Ah finalement, et oui, en fait ça reflète ce que tu me dis. Ludovic Didier qui est passé justement par le monitorat d'abord, donc mmh, moniteur de ski, bah, toutes ces étapes que tu dis, donc l'enseignement, et après qui a passé les étapes et pour arriver entraîneur après et coach de l'équipe de France. Mais ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et justement, alors, tu as parlé de tes expériences à l'étranger. Tu es allé en Australie, au mmh. Canada, en Finlande. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences et qu'est-ce que ça t'a apporté sur ton rôle d'entraîneur maintenant? Et comment tu vois la différence de l'entraînement selon les pays? Est-ce il y a vraiment des aspects que tu as pu garder de ces pays-là et que tu essayes de transmettre maintenant sur tes rôles d'entraîneur? Ouais, ouais, après c'est quelque chose qui s'inscrit, à l'intérieur de la personne suivant ses voyages. L'Australie, c'était plus un voyage et puis pour bien maîtriser l'anglais. Voilà, après le niveau australien, ils m'ont permis d'aller j'étais entraîneur au jeu à Turin, de mettre des situations en place, de voir un peu, comment ça se passait. Mais à cette époque, j'étais quand même c'est à cette époque-là où j'ai ba enfin, où j'essayais de basculer de l'enseignement à l'entraînement. Là, j'étais plus sur l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai plus tendance à répéter des trucs qu'on m'avait appris. Voilà, donc en gros, on m'avait entraîné comme ça, j'essayais de le retranscrire pour que les autres, ça se passe au mieux et bon, j'ai plutôt eu des bons résultats avec eux. Après, je suis allé au Canada pour voir un peu, comment ça se passait. Là, un peu une autre ambiance, eux, c'est des skieurs, qui étaient d'un moins bon niveau.
qui étaient plus à l'attente de ma parole, qu'en fait. Ils pensaient que tout allait, venir de moi, quoi. Le fait que, voilà, je sais pas, je dis une bêtise, mais qu'on lève le bras, sur le début du virage, voilà, ça allait les aider à performer et bah, ça, je m'en suis rendu compte après, qu'en fait, ils étaient vachement, attentifs à uniquement ce que je disais. Et ils étaient pas trop, dans leur démarche à eux. Voilà et après j'ai fini en Finlande et c'est là où j'ai tiré, le plus d'enseignements justement sur les formations des jeunes où je me suis intéressé, j'étais chez les juniors, finlandais, j'étais rattaché à une école qui, correspond eux à comme un petit INSEP, pour les jeunes, qui veulent se développer en ski alpin. Donc OK. là, justement, on commence à poser un peu des questions, comment ils s'entraînent avant, et c'est là qu'on aperçoit qu'ils ont, un peu une autre vision, eux, qui est carrément, centrée autour de l'athlète et des parents, quoi. Là, les parents sont, très présents parce que c'est eux qui mettent en place. Ils font très peu enfin, ils font quasiment pas appel à des enseignants du ski. Ils essayent toujours, de plutôt faire appel à des coachs ponctuellement pour développer les enfants, mais c'est eux qui gèrent toutes les séances. Donc voilà, c'est des choses qui marquent, puis qu'on retient et qu'on intègre dans notre coaching, de tous les jours. Alors, bah, toute cette expérience, ça t'a amené à revenir en France ensuite et Mmh. puis être entraîneur de l'équipe homme élite de ski. Hem, Ça a arrêté alors je vais revenir rapidement sur cette période, mais après j'aimerais, passer du temps sur ton rôle, actuel Ouais, à ouais. la Fédération française handisport. Mais, du coup, juste une question sur toute cette période. Tu disais, tu as pas pu accéder au podium que tu voulais et peut-être que tu t'es dit, j'en sais rien, est-ce que tu as voulu, aller pousser les athlètes, et te dire: «Bon, bah, je vais leur apporter ce que moi, peut-être, qui m'a manqué». Est-ce que tu as voulu apporter ça et qu'est-ce que tu as voulu apporter dans cette équipe de France de vitesse, hommes? Ouais, c'était un peu ça. Après, je suis pas arrivé directement sur l'équipe de France vitesse. Il y a eu tout un échelonnage où Oui. je suis resté un moment sur justement les groupes, régionaux et bon, le déclic, ça a été j'ai fait, 2 ans sur les coupes d'Europe avec les jeunes et puis, là, je me suis dit, il y a un groupe junior qui se montait, qui était pas qui était absent des équipes de France depuis un moment. Et j'ai vu là l'opportunité de moi prouver un peu, ce que je valais. Donc j'ai fait ça, 2 ans et vraiment dans cette optique-là où je me suis dit: «Là, c'est l'occasion, de remonter certaines choses et de refaire voir» et bon, bah, ça s'est, très bien passé moi sur ces 2 années-là où, justement maintenant les jeunes qui accèdent un petit peu, aux meilleures places mondiales, là, je sais pas si tu connais un peu Thibaut Favreau, Sarrazin, tout ça, quelques jeunes sur la vitesse, c'était des jeunes qui étaient, issus de ces groupes Coupe d'Europe et juniors. Donc voilà, le travail enfin mes visions des choses a payé et puis, sorti de ces 2 bonnes années, voilà, moi j'avais un petit moment de doute aussi. On m'avait proposé, d'autres postes et puis, les entraîneurs de vitesse sont venus me voir et me dit: «Mais est-ce que ça t'intéresserait de venir avec nous?» Donc voilà, j'ai réfléchi un moment, je suis parti avec ce groupe et après ça s'est pas aussi bien passé que je le pensais. C'est-à-dire que, heu, j'aurais voulu, avoir du temps, j'aurais voulu, faire d'autres choses pour, justement apporter un coaching, plus moderne et c'était pas moi le chef. Donc c'était pas moi le chef, c'était des gens, que je connais bien, on s'est bien entendu, mais qui avaient une vision des choses, un peu dans l'idée que j'ai présentée tout à l'heure, un peu dans l'enseignement du ski. En gros, ils répètent, ce que leur coach leur a enseigné auparavant et moi, je suis pas, enfin, en tout cas, le jeu en valait pas la chandelle, c'est beaucoup de déplacements, moi j'ai des enfants, c'est quand même, 200-220 jours, loin de la famille. Donc voilà, j'ai pas pu mettre en place ce que je voulais. On a eu des bons résultats, j'ai aidé, ce que je pouvais, mais j'aurais aimé faire plus dans cet esprit-là, avoir un coaching, plus moderne, je pense, plus moderne. OK et du coup, alors j'en viens maintenant à ton rôle, à la Fédération française handisport. Tu vas me dire si tu arrives à mettre ça en place du coup, à la fédé handisport. Mais, est-ce que tu avais déjà, avant d'en venir là, pensé à entraîner des athlètes handisport?
Et comment ça s'est fait ton intégration? Est-ce que c'est toi qui as sollicité la FFH ou est-ce que c'est l'inverse en 2019, c'est eux qui sont venus vers toi? Alors, j'avais jamais entraîné d'athlète, handisport. Après, on se croise souvent sur les glaciers. Je connaissais déjà, bien, Marie Bochet qui faisait partie du club des sports des saisies, maintenant sur Aix-Beaufort, c'est la même région où j'habite, donc on se croise, régulièrement et c'est, l'équipe de France handisport qui est venue me solliciter lors d'un stage. Christian Fémy qui est, le responsable, ski alpin, enfin sport de neige en gros, qui est venu me parler du projet, tout ça. Alors j'ai pas été conquis du premier coup parce que j'étais parti un peu, sur une autre idée, mais il a su me convaincre en aménageant mon temps de travail, justement pour que j'ai un peu plus de temps avec ma famille et le projet a pris et voilà, on est sur cette lancée en ce moment. OK. Et là, ton rôle, toi, et tes objectifs à la Fédération française handisport, qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu voudrais mettre en place dans le futur aussi, dans cette équipe de ski? Bah, petit à petit, ce que j'aimerais mettre en place, c'est clairement que le ski handisport, monte un niveau. Heu, il est très souvent enfin en tout cas, le milieu handisport est souvent pris un peu par les athlètes, valides alpins comme un camp de vacances quoi, un petit peu. Donc l'idée c'est quand même, ouais de faire d'eux des athlètes à part entière et malgré leur handicap, capables de rivaliser avec un niveau français. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, ouais, Donc après complètement. on on n'a pas les mêmes moyens, les mêmes budgets, les mêmes ressources humaines, hein, que le valide, mais on essaye de se défendre et petit à petit, ben, le niveau monte progressivement. Ouais, complètement. Bah, on le voit avec, certains athlètes, je suis ça de près. Et du coup, l'entraînement, qui est donné, que toi que tu donnes aussi au, mmh, à la Fédération française handisport, est-ce qu'il est différent de celui donné que tu donnais en valide? Est-ce qu'il est adapté? Et qu'est-ce que tu as dû changer dans tes séances d'entraînement? Est-ce qu'il y a des où c'est exactement la même chose? Heu, Alors, dans un premier temps, oui, j'ai essayé de m'adapter, de voir, enfin, j'ai pris le temps de découvrir un petit peu aussi le handicap de chacun parce que, poser des consignes ou, mettre en place des situations, sur un handicap, c'est pas toujours évident, surtout au début. On a peur, enfin, on a peur de faire des bêtises, hein, aussi, on a peur de se tromper. Donc c'est pour ça, on a pris un peu le temps de regarder tout ça, de voir, qu'est-ce qui était le plus pertinent. Moi j'essaye d'apporter, déjà une vision assez technique sur le ski et petit à petit justement, de voir, de vraiment quitter, l'enseignement pur du ski, mais là de venir vraiment dans le coaching, c'est-à-dire de gérer des athlètes et c'est là que petit à petit on abandonne un peu le handicap, quoi. Au final, on essaye d'avoir le même cheminement qu'un valide et sans arriver à la même performance, mais petit à petit, oui, d'avoir le même cheminement pour que, voilà, pourquoi entraîner, différemment, quoi. Finalement, le handicap, si on adapte le handicap, on est capable de faire la même chose. ouais, d'accord. Et Mais sur les, faut bien tenir compte et c'est pour ça que l'observation est importante au début, c'est de se rendre compte du niveau. Forcément, on a, dans l'équipe, des cursus complètement différents, hein, des jeunes qui sont issus d'un ski club, donc ont la même formation qu'un skieur valide, mais aussi on a des skieurs qui se sont mis au ski sur le tard et on peut pas leur demander, d'avoir le même engagement, le même niveau technique qu'un skieur lambda en équipe de France, classique, quoi. oui, oui, bien sûr, c'est pas les mêmes, objectifs, final, mais le but, c'est quand même aussi de les comme tu disais, de les pousser pour qu'ils Ah atteignent ouais, finalement des et ouais. rivaliser avec des nations très fortes, Ah ouais, ouais. dans le Moi ski. moi, cet hiver, j'ai eu 2 enfin, j'intervenais pas trop l'année dernière, mais là, cet hiver, donc je connais bien les situations de chacun et je me permets un peu enfin, en tout cas, de plus en plus d'intervenir et cet hiver, on a fait un stage de ski et j'ai pas parlé, de valide ou d'handisport. J'ai dit qu'on se mesurait aux meilleurs Français, quoi. Voilà, les meilleurs Français, ben,
c'est peut-être vous, c'est peut-être eux, voilà, on est allés sur les mêmes pistes qu'eux, on est là pour rivaliser, et on parle, de sport, quoi. On rivalise avec les meilleurs skieurs, français, européens, mondiaux. Alors nous, notre but, c'est d'atteindre un le meilleur niveau, c'est équivalent à un bon niveau régional ou un niveau français, voilà. Si on arrive à atteindre ça, on aura déjà des bons skieurs, dans le groupe. Ouais, et puis il y en a déjà des très bons. Ouais, donc Est-ce qu'il était difficile ou est-ce qu'il est difficile, toi, plutôt, en tant que personne justement sans handicap, de pouvoir coacher, de comprendre le handicap des athlètes, qui doit être, différent en plus, j'imagine selon les athlètes, c'est pas le même handicap. Est-ce que, tu as eu une phase d'adaptation ça pour comprendre? Est-ce qu'il y a une phase où tu as parlé beaucoup avec les athlètes pour comprendre le handicap? Quelle était leur difficulté avec leur handicap de faire certaines choses au ski? ouais, Comment ça ouais, se ouais. passe en fait la compréhension, tu vois, du handicap? Bah, elle se passe beaucoup par cette phase, d'observation au début où on se rend compte un petit peu heu, de leur motricité, en fait. C'est plutôt ça, de leur schéma corporel global. Après, où c'est, plus compliqué, c'est de rentrer plus dans l'intimité et ça se fait pas avec tous les athlètes parce que, c'est la même chose, que le cursus de ski. Ils ont pas tous le même handicap. Il y en a, c'est un handicap depuis de naissance, donc là, tout le corps s'est construit autour de ça. Il y en a, c'est des amputés, il y en a, c'est des maladies. Donc c'est vraiment, assez hétéroclite et des par moments pas facile à comprendre parce que le handicap physique, c'est ce qu'on voit, mais il y a tout il y a tout ce schéma, mental qu'ils ont mis en place autour de ça, certainement des déceptions, des contraintes, tout ça que nous, enfin, je pourrais sans doute jamais comprendre, quoi. Donc Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as raison, il y a beaucoup de choses qu'on voit nous, oui. mais qu'on n'imagine pas à l'intérieur, en fait. Et ouais, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait depuis qu'ils sont tout petits, j'imagine que, handicapés de naissance, des agénésies, certainement à l'école, ça a pas été facile tous les jours, de s'intégrer certains, les sports co, voilà, suivant ce qu'on fait, c'est pas simple. Donc ça, c'est des trucs, je pense que j'essaye de pas trop mettre le doigt dedans parce que, je pense ne pas pouvoir les comprendre, donc je survole un petit peu ça et j'essaye plutôt de me, focaliser, sur l'athlète que j'ai devant moi. Voilà. Après, Ouais. forcément des fois, on a des déficients visuels, ben, oui, ça m'a pris, la 1re saison pour voir vraiment, ce qu'il était capable et puis ce qui était de sa vie de tous les jours. Voilà, bon pour moi c'était enfin c'est moi je donnais rendez-vous à un point de rendez-vous qui est à Albertville. Bon ben, pourquoi vous êtes pas là à l'heure, quoi? Bah, ouais, ben, il y en a qui ont du mal à trouver un moyen de locomotion, d'autres qui ont besoin d'assistance pour certaines choses. Voilà, c'est des choses, enfin c'est petit à petit ça se met en place. Ouais, ouais, oui et puis, alors, ce dont tu parlais, tous ces handicaps aussi qui rentrent dans le psychologique, c'est aussi des fois ce qui les rend encore plus forts. Alors moi, j'ai pas parlé avec, des personnes en situation de handicap dans le ski, mais pour avoir parlé avec Trésor Makunda sur le podcast ou dans l'athlétisme ou Marie-Amélie Le Fur, tu sens que derrière, il y a une hargne encore qui est encore plus forte. J'ai l'impression, alors je peux pas dire plus forte, je suis pas dans leur tête, mais tu sens qu'il y a une motivation encore qui est là pour prouver, tu vois? Qu'aussi, qu'en tant que personne, en situation de handicap, bah, ils sont capables, comme les valides, de faire des choses extraordinaires et de battre des records et comme Marie Baucher, tu en parlais tout à l'heure, qui bat des records, c'est incroyable et tu as l'impression qu'ils sont, surpoussés par leur motivation, tu vois? Ouais, ouais, c'est des gens qui sont motivés, mais malgré tout qu'il faut motiver parce que, c'est aussi des contraintes qui sont là pour eux tous les jours, quoi. Alors que nous gérer un athlète, voilà, c'est stage par stage, compétition par compétition. Eux, ils ont leur handicap, tout le temps avec, donc ils savent mieux le gérer, que nous. C'est pour ça qu'aussi on leur fait beaucoup confiance sur des choses, comme ça et souvent il y a aussi les 2 visages, c'est-à-dire qu'on a des gens très motivés, très bagarreurs, mais qui sont capables de tomber à l'inverse, à se démotiver très vite parce que tous les jours, tout le temps, c'est compliqué. Voilà. Donc Oui, c'est bien là où il sûr. faut qu'on les aide et qu'on trouve des solutions pour eux.
Ouais, bien sûr, ils sont pas invincibles non plus. Ah non, ils sont pas Heu, invincibles, hein, des fois les handicaps, on essaie de enfin, je parle surtout là pour les amputés ou trucs comme ça, c'est des handicaps qui ont laissé des séquelles physiques, mais mentales aussi, hein, donc voilà, faut trouver le bon compromis, pour trouver, la performance de l'athlète. ouais, bien sûr. Si tu avais justement, une réussite, d'un de tes sportifs en tant que coach, alors en valide ou en personne, en situation de handicap dont tu es le plus fier, si tu avais un souvenir, bon j'imagine qu'il y en a plein, mais un souvenir à nous raconter et une performance dont tu es le plus fier pour un de tes coachés, ça serait lequel? Oh, des performances, il y en a pas mal. Après, des fois, c'est plus des petites anecdotes de vie comme ça qui circulent, des fois même autour des trucs rigolos, quoi. C'est vrai que la performance, sur le moment, c'est vrai qu'on est hyper content, on s'embrasse tous, enfin, pas en ce moment avec le covid, mais voilà, on célèbre ensemble et c'est vrai que ça se passe bien. Mais c'est pas ce qui me marque le plus, souvent c'est des petites anecdotes, peut-être des moments de galère, je sais qu'on avait vécu, pas mal de petites galères avec un athlète là, qui performe maintenant, c'était, Thibaut Favreau où, où c'était un jeune qui était, sur le point de se faire, virer de la fédération française de ski et je me souviens lors de la réunion, moi je le connaissais ce jeune et j'ai dit: «Mais non, on peut pas, moi je me sépare pas de lui, je le prends avec moi, vous allez voir, ça va bien se passer», voilà, bon, ensuite toute une discussion, c'est plus, des trucs comme ça qui me reviennent à l'esprit. La performance pure, sur le moment, oui, je m'en souviens, de la médaille de Johan Claret, aux championnats du monde à Auray, là, c'est sûr que c'est fantastique. Pareil, le titre de champion du monde, d'Alexis Pinturault en super combiné, il courait depuis un moment à Auray. Bon, bah, on était là, on a fait de notre mieux, on est content, on verse notre larme en bas, mais dans un cas enfin, en tout cas dans ma carrière de coach, c'est pas ce que je vais retenir. Ce que je vais retenir, c'est plus ces détails-là, des moments de vie où on s'amuse, là, il y a un truc qui me revient à l'esprit, c'est des choses que j'avais fait chez les jeunes juniors. On est sur le glacier du Pisaya à Val d'Isère et quand on approche, juin, il y a un lac qui se forme. Alors j'avais fait ça avec, les jeunes athlètes, valides. On allait dedans et on traverse water slide. Il y a 20-30 mètres à faire, bon, faut quand même un peu avoir confiance en soi pour faire ça. Il y a pas de risque, mais il y a toujours, une chute qui arrive et on a reproduit ça avec les handicapés. Et le premier qui se présente, c'est notre déficient, visuel, Hyacinthe là. Et je lui dis: «Mais tu vas pas le faire». «Mais si, si, je le fais tout seul, tu vas voir, je vais y arriver». Incroyable, il s'est fait, guider depuis le bas avec le micro, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et il a foncé, il a traversé tout heureux et voilà. Ça, c'est des moments, qui marquent et même chose derrière, il y a Jordan Broisin, un amputé, tibial, qui déboule. 1er coup, sûr de lui, il y va, monstre gamelle planté au milieu du lac, obligé de le sortir avec un bâton. Voilà, c'est des moments comme ça qui m'ont plus marqué qu'une victoire. Ouais, bah, c'est sûr, ça marque, les moments d'entraînement, tout ça. C'est sûr que Ouais, c'est ce qui marque à la fin et c'est ce que comme tu racontais l'histoire avec, Thibaut qu'on voit maintenant performer, oui, oui. qui a été champion du monde, pardon, cette année, c'est là où tu dois te dire, toi, j'imagine, tu dois être fier aussi de te dire: «Bon, bah, il y a des moments où peut-être qui ont permis, en fait, de faire que cet athlète, maintenant, après, il performe» et c'est pas la performance, finalement, c'est tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a pendant, les entraînements qui lui permettent enfin d'arriver, que ce dont Ouais, tu te souviens, en fait. c'est ça. Pour un entraîneur, c'est toute cette mise en place qui est énorme, le suivi des athlètes, ben, le coaching dans sa globalité et en fait, l'émergence, c'est un podium, c'est quelque chose alors bien sûr qu'on en est très fier, mais le souvenir se raccroche plus à toutes ces moments de galère, ces moments de doute ou ces moments d'intimité, de performance à petit échelon qui font que ça produit un athlète. Alors, avant
de te poser les 3 dernières, questions rapides. Il y avait une question que je voulais te poser, c'était, on parlait au tout début de la famille Picard. Alors c'est vraiment une institution, quand j'ai cherché un petit peu sur internet, vous avez, un chalet, Le Mignot, qui est un restaurant en bas des pistes de la station des Saisies. Mmh. Il y a aussi 5 magasins de sport Picard Sport aux Saisies. Alors qui s'occupe de tout ça? Est-ce que c'est un peu toute la famille? Est-ce que chacun y prend part? Est-ce que tu y prends part aussi? Alors, je prenais part au magasin de ski qui était une entreprise familiale montée par mon père et ma mère, hein. Mon père était un des premiers, en tout cas sur la région là et voire même peut-être plus large, à passer de cette vie de fils d'agriculteur qui devait reprendre la ferme au passage de moniteur et entrepreneur dans les stations. Donc ça a beaucoup marqué. On avait à cœur de continuer, l'expérience et on était tous liés donc tous les frères, lors une société et puis petit à petit les enjeux de chacun ayant, divergé donc là, au jour d'aujourd'hui donc c'est Franck qui s'occupe de principalement tout ce qui est magasin, tout ça et moi avec ma femme, on s'occupe du restaurant, d'altitude, le Chalet Mignot aux Saisies, voilà. Donc chacun Et a pris un peu, je dirais sa voie pour se développer, on se voit tout le temps, hein, régulièrement même, on discute, on a aussi des intérêts communs, qui est la station des saisies à faire développer dans le bon sens. Et toi, ça te permet de justement, faire une autre activité comme ça avec ta femme, de t'occuper de ce chalet Le Mignot. Ça te permet de prendre du recul aussi, d'avoir une activité en parallèle de ta carrière d'entraîneur. Ouais. Est-ce que ça te permet, tu vois, de prendre, c'est ça, de pas être, la tête dans le guidon, est-ce que tu le conseillerais justement aux entraîneurs, aux coachs d'avoir une activité à côté qui permet de penser à autre chose justement? Alors, oui, moi, ça me permet en tout cas, c'était le deal avec la FFH, hein, le fait que moi, je puisse avoir du temps pour ma famille et le temps, notamment pour ma femme, pour l'aider dans son entreprise. Je le conseillerais pas forcément parce que je pense si on veut avoir un coaching, assez pointu, faut quand même de l'investissement et faut avoir une activité à côté mais légère. Le problème de mon activité, moi, c'est qu'elle me prend beaucoup de temps et elle me prend, beaucoup de réflexion, parce qu'il faut remettre des choses en place, faut, toujours cogiter. En plus, avec le covid, là, c'est pas simple. Mais oui, c'est en tout cas, je pense que c'est pas quelque chose que je conseillerais à un coach de haut niveau et c'est notamment, pour ça que je m'étais mis un petit peu à l'écart de ce groupe Vitesse parce que j'arrivais plus sur la fin à avoir, cet investissement à 100 et un athlète d'élite, comme, il y en avait, au sein du groupe Vitesse, demande cet investissement à 100 et eux, ils le sentent, hein. Ils m'en avaient parlé. Il m'avait dit: «Eh Jeff, mais on t'aime, enfin on t'aime, pas on t'aime, on t'apprécie, c'est bien ce que tu nous fais, mais faut que tu reviennes à l'investissement à 100. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a aussi, l'aspect famille, il y a l'aspect un peu travail à côté et c'est des choses qui sont dures à concilier autour d'un système, élite. Oui, toi ça te convient, en tout cas c'est ton équilibre Moi quoi, moi mais ça me convient parce qu'on on est aussi sur des rythmes qui sont différents au sein du handisport, voilà. ouais, Mais d'accord. au sein d'un groupe, élite valide, heu, je te disais tout à l'heure, 200-220 jours, 225 jours hors de la maison, faut être vraiment, focalisé, et investi à 100. Ouais, c'est un vrai boulot d'entrepreneur, Ah quoi. ouais, Alors, pour finir, donc, ça, j'ai 3 questions rapides que je pose, chaque fois à tous les entraîneurs, coachs qui viennent toutes les personnes qui entourent les sportifs sur le podcast. ouais, Il y a une première question, c'est une question pratique. ouais. Alors, la question pratique, c'est, dans la descente, il y a une première analyse de la piste qu'on voit. On voit souvent les athlètes, les coureurs après dessiner la piste dans leur tête, tu vois? Ouais. C'est une question, plus, mentale du coup. Mmh. Mais comment exercer ta mémoire pour se souvenir de la piste? Parce qu'il y a pas finalement, il y a pas beaucoup de repères, tu vois? À part les portes, c'est tout blanc quoi, c'est de la neige. Ouais. Comment tu retiens le parcours et comment tu exerces ta mémoire pour retenir ce parcours? Bah, déjà des repères, nous, on prend, toute une multitude de repères. On essaie de prendre un repère, dans le temps, c'est-à-dire qu'aussi on s'impose, enfin on impose aux athlètes de se repérer, heu, par rapport à un chrono virtuel.
On prend beaucoup de repères de distance par rapport à la porte, par rapport à des filets, par rapport à une protection, par rapport à je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, hein, par rapport à toute chose qui se trouve sur le parcours, voilà. Et puis on a pas mal de repères, type sensation en fait, par rapport à un effet de vitesse sur le visage, par rapport à des retours qu'on peut avoir de ski, des vibrations, tout ça. Donc ça, c'est des trucs qu'on fait nous souvent sur le on fait souvent plutôt chez les jeunes et un petit peu chez les adultes, et ça en revient au handicap. Justement, on essaye de travailler en favorisant un sens ou l'autre. C'est-à-dire qu'on va enfin, on va essayer de skier, avec, une acuité visuelle, qui est différente. On essaye de brouiller, on essaye de donc il y a tout un schéma comme ça qui peut entraîner pas la mémoire directement, mais à faire appel à ses sens. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant et du coup, ouais, c'est un peu ce que je voyais avec Anaëlle Malherbe, qui est préparatrice mentale à l'INSEP et en fait, pour, elle, pour justement planifier, des athlètes, comment dire? Les mettre en situation de réussite, Mmh. elle les fait, analyser tous les sens qui leur ont permis en fait d'atteindre Ouais, ces réussites ouais. dans le passé. Mais là, c'est un peu ça et c'est hyper intéressant de prendre ça en compte parce que Ouais, souvent on pense qu'au sens primaire, quoi. ouais, c'est pas de pousser ça à l'extrême, mais c'est justement de se rappeler ces détails qui sont très importants, hein, le visuel, l'auditif, le sensitif, tous ces petits sens qui sont intégrés à notre schéma, hein, mais justement en les développant un peu plus, en y prêtant un petit peu attention, on peut trouver d'autres repères, qui sont aussi importants. OK, ouais, c'est hyper intéressant. Alors, 2e question, avant la toute dernière, c'est ta routine avant ou après une compétition, un événement important, si tu en avais une en tant que sportif et si tu en avais pas, est-ce que tu en as une en tant que coach maintenant de routine que tu as à chaque fois que tes sportifs démarrent une course? Alors, moi j'en avais, apparemment elles étaient pas, très bonnes puisque j'ai pas performé à haut niveau. Mais oui, il y a de chaque athlète a ses petites routines et les bons athlètes, ont des routines beaucoup plus marquées, je trouve. Dire que moi, j'étais pas un athlète de super haut niveau et justement, je tâtonnais. Est-ce que c'est la bonne routine? Est-ce qu'il faut faire ça? Donc je changeais souvent et finalement je m'y retrouvais pas et en tant que coach, oui, les moments importants, pas forcément le jour J, mais plutôt les jours avant où il y a des choses qu'on prête plus attention, on je me focalise beaucoup, enfin, je vais plus sur les échauffements, par exemple, où, on a un tracé d'échauffement, une piste d'échauffement. Je sais que les jours avant, pour éviter aussi de leur mettre la pression, le jour J, j'essaye, en tout cas, de leur faire sentir qu'il y a un œil sur eux et qu'on est bienveillant et que s'il y a un problème, on est là, voilà. C'est plus ça un peu les routines et puis, l'après-course, bah, quand ça se passe bien, on essaye de célébrer. Je pense que c'est assez intéressant de débriefer avec les athlètes assez vite, même si c'est de plus en plus difficile d'ailleurs de débriefer un peu à chaud parce que, il y a les médias, il y a un protocole, il y a tout ça, donc on a du mal à débriefer à chaud, ce qui est un peu dommage. Donc on essaye quand même de débriefer, l'après-midi et puis après de faire quelque chose de convivial si ça s'est bien passé. Je pense que c'est important. Ouais, ouais, je pense que c'est hyper important aussi pour l'athlète, que ça soit dans la réussite ou non, d'avoir Ouais, un ou moment, non, hein, ou après non. coup. Ouais, ouais. Ouais. Alors enfin, ma dernière question habituelle, c'est quelle question tu donnerais à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites et atteindre, son rêve, qu'il soit olympique ou pas, mais Une question qui devrait se poser? ouais, Heu, quel conseil tu donnerais enfin? Quel quel conseil tu conseil? donnerais à une personne qui souhaite se dépasser? Moi, enfin, c'est les limites un petit peu des athlètes. Je pense que, c'est vraiment trouver sa motivation, primaire, quoi. Heu, je trouve que les athlètes qui ont pas cette motivation, on a du mal à les motiver tous les jours. Des fois, ils en oublient pourquoi ils se lèvent le matin, quoi et ceux qui ont ça ancré en eux, une motivation même futile, mais en tout cas qui soit ancrée, donc je conseillerais, les athlètes, en tout cas dans ce sens-là, c'est vraiment trouver cette motivation, primaire. Qu'est-ce qui les fait lever tous les matins? Qu'est-ce qui les fait, pour être vulgaire, qu'est-ce qui les fait bander, dans le ski, quoi?
qu'est-ce qui les fait Ouais. bander dans le sport de haut niveau et se rattacher à ça pour se lever tous les matins et aller à l'entraînement. Parce que c'est vrai, qu'encaisser les séances d'entraînement comme ça, faut avoir un gros moral, hein. Faut avoir un gros moral et se ressourcer sur ses instincts et je pense que c'est quelque chose de primordial. C'est Ouais, primordial. mais c'est un hyper bon conseil et puis je pense qu'on peut se l'appliquer aussi à tous, même, non sportifs, qu'est-ce qui nous fait lever le matin, en fait et quelle est notre motivation? Quel Ah est ouais, notre ouais, leitmotiv pour faire ce qu'on fait, ouais. quoi? Qu'est-ce 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 qui va faire qu'aujourd'hui, je vais monter sur le glacier à 3000 mètres, ça va être compliqué, et que je vais pouvoir enchaîner les manches, voilà. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour cet échange, captivant, Jeff. Ouais. La saison, elle vient de se finir là, je crois, c'est ça? De ton côté? Oui, pratiquement, il restait quelques courses au calendrier, mais elles vont certainement, s'annuler et on va repartir là, l'idée, c'est de remettre déjà un pied dans l'entraînement là, hein. C'est de remettre un pied dans la saison prochaine, qui est une saison importante pour tous les athlètes, olympiques et d'autant plus les athlètes handisport. Alpins, on aura, 2 gros rendez-vous, nous, l'année prochaine, les championnats du monde et les jeux olympiques. Et Donc Jeux voilà, olympiques, ouais. préparer tout ça, précisément, précisément. Ouais, bah, écoute, bonne préparation, dernière préparation avant ces grands événements-là. Je te remercie encore pour avoir accepté d'échanger sur tous ces sujets de ski, sur ton parcours et Ouais, puis au-delà. Merci Jeff, à très bientôt. ouais, bah, sans problème. Salut Jeff, à bientôt. Ciao, à plus. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès, .podcast.sport et mon compte perso @bronchard_mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!